Nous allons suivre en ce moment l'introduction à l'étude de droit. C'est donc une matière que l'on enseigne en première année de licence dans toutes les écoles et universités de droit. Quel est l'objectif de ce cours? L'objectif de ce cours peut se résumer en 3 points. Il s'agit de comprendre les spécificités des règles juridiques d'une part, mais également d'étudier et d'entrer en profondeur dans l'organisation de la justice à Madagascar. Il s'agira ensuite de définir les différents droits et libertés de chaque individu. Le premier chapitre de ce cours s'intitulera « Le droit ». Qu'est-ce que c'est le droit? Quelle est l'origine du droit? Peut-on vivre dans une société sans droit? Ces 3 questions primordiales que nous allons tenter de répondre dans ce chapitre nous ramènent à une citation de Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Cela implique que sans règles, l'homme serait tenté de s'entretuer, serait tenté de vivre dans l'anarchie et dans le chaos. D'où l'importance du droit. Mais c'est quoi le droit? Le droit nous fait penser à des tribunaux, à la police, à la loi, ou encore à des avocats ou à des magistrats. Ça, c'est un côté du droit. De l'autre côté, le droit nous amène à penser également à des libertés, nous amène à penser à des droits que chacun de nous dispose. Dans le langage quotidien, nous disons « j'ai bien le droit »,« j'ai le droit sur »,« je suis en droit »,« acquis de droit »,« je fais mon droit ». Toutes ces terminologies nous amènent à comprendre et à voir que la vie, dans notre vie, le droit est toujours présent. Le droit donc tend à structurer la société à travers une combinaison complexe de normes, mais il faut bien dire que la règle de droit n'est pas la seule règle sociale. Il y a d'autres règles sociales. La question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette première section du chapitre 1 est quels sont les caractères propres à la règle de droit? En d'autres termes, qu'est-ce qui distingue les règles de droit des autres règles sociales? La règle de droit. La règle de droit, nous allons voir donc cette règle de droit à travers ses finalités, mais également à travers ses caractères, comme nous l'avons dit précédemment. Parlons d'abord des finalités du droit. L'objectif des règles de droit est de faciliter la vie en société, c'est-à-dire à l'organiser, à la réguler. Cela nous ramène encore à la citation que nous avons dit précédemment, que l'homme est un loup pour l'homme. Pour ce faire, nous avons besoin de la règle de droit pour faciliter la vie, pour l'organiser, pour la rendre harmonieuse. Ainsi, nous pourrons définir le droit comme un ensemble de normes de conduite déterminant ce que chacun peut et doit faire pour que la vie en société soit possible. Pour ce faire, nous pouvons déterminer plusieurs finalités du droit. Nous pouvons dire d'une part que le droit est là pour assurer la sécurité des personnes, c'est-à-dire il va protéger chaque individu, chaque sujet de droit dans ses diverses activités. D'un autre côté, il assure
le droit assure aussi la sécurité des biens. Il protège donc les biens privés des personnes, mais également les biens communs. Nous pouvons dire également que le droit organise la vie économique, la vie politique, la vie sociale. Voilà pourquoi, en droit constitutionnel, par exemple, nous allons apprendre l'organisation politique, la mise en place des institutions politiques dans un État donné. Nous allons également apprendre, par exemple, en droit du travail, l'organisation lors d'un contrat de travail, l'organisation lors des grèves, ou encore comment élaborer une convention collective. Tout cela nous amène à dire que le droit poursuit différentes finalités. Et donc, nous pouvons distinguer d'une manière générale le droit au singulier et le droit au pluriel. Le droit au singulier serait dans la terminologie ou, si vous voulez, dans le jargon juridique, le droit objectif. Le droit objectif qui en anglais pourrait se traduire en law et en malgache la lane. Et à côté de ce droit au singulier, nous avons le droit au pluriel, qu'on appellera également les droits subjectifs. Et en anglais, nous avons le right, ou en malgache, nous disons zo. Ces deux distinctions, si vous voulez, ces deux divisions du droit, en droit objectif et en droit subjectif, nous allons y revenir, car ce sera les deux grandes parties de cette introduction à l'étude du droit. Revenons maintenant au caractère de la règle de droit. Le premier caractère de la règle de droit est que la règle de droit est obligatoire. La règle de droit suppose donc un ordre, suppose donc, si vous voulez, un précepte que chacun doit appliquer. Voilà pourquoi nous disons que la règle de droit ordonne, la règle de droit défend, la règle de droit permet ou encore récompense ou punit. Il ordonne par exemple que nous devrons aller élire. Il défend que nous fassions l'adultère. Il permet que nous conduisons une voiture. Il punit d'emprisonnement ou d'amende si nous faisons des excès de vitesse. Mais il faut comprendre que la règle de droit distingue des règles qui sont dites impératives et des règles qui sont dites supplétives. Les règles impératives, on ne peut pas y déroger. Par contre, les règles supplétives que nous verrons principalement dans le droit du contrat peuvent être dérogées avec l'avis des parties. Donc, nous avons eu comme premier caractère de la règle de droit, c'est qu'elle est obligatoire. Deuxième caractère de la règle de droit, la règle de droit est générale et impersonnelle. C'est-à-dire que la règle de droit a vocation à s'appliquer à toutes les personnes. C'est donc une des conséquences du caractère obligatoire de la règle de droit. Quotidiennement, nous attendons les formules « quiconque »,« toute personne », ce qui montre que la règle de droit est générale et impersonnelle. Et même si la règle de droit est dure, on ne peut pas y déroger. Voilà pourquoi, en latin, nous disons « dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, nous sommes dans l'obligation de la respecter, et sans distinction. Et même l'État, qui est en général considéré comme la source du droit, est soumise, comme tout individu, comme toute personne,
à respecter les lois. On parle donc d'un état de droit. Dans un état de droit, tous les individus et même l'État est sous la coupe du droit. Il doit la respecter. Ce caractère général de la règle de droit est une garantie en effet contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. Attention, ce caractère général n'implique pas que tout le monde est considéré d'une manière égale devant la justice, d'une manière égale devant le droit. Car certaines personnes auront des faveurs, auront, si vous voulez, des privilèges par rapport au droit. Nous pouvons dire qu'il existe une certaine discrimination positive dans ce sens-là. En troisième caractère de la règle de droit, nous disons que la règle de droit est permanente. Ça veut dire que la règle de droit n'est pas éternelle. Il a un commencement, qu'on appelle souvent la promulgation, quand il s'agit d'une loi, ou une fin, l'abrogation ou la caducité, quand il s'agit également des textes législatifs ou des textes réglementaires. La règle de droit donc a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir et à durer un certain temps. En quatrième caractère, nous dirons que la règle de droit a une finalité sociale. C'est-à-dire, la règle de droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux, pour y faire régner une certaine paix sociale. Voilà pourquoi, en latin, nous disons ubi societas, ibi ius. Là où il y a la société, il y a un droit. Cela implique que la règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Mais ces quatre caractères-là sont des caractères communs aussi bien à d'autres règles sociales. Ainsi, en religion, par exemple, nous allons dire que dans les 10 commandements de la religion chrétienne, il y a des règles qui, si vous voulez, ont ces caractères-là. Caractère obligatoire, caractère permanent, ou également caractère à finalité sociale. Mais la règle religieuse n'est pas la même que la règle juridique. En effet, la règle de la religion est fondée sur un rapport transcendant. Les règles religieuses viennent de Dieu. Tandis que les règles de droit peuvent coïncider avec ces règles de la religion, mais elles peuvent être contraires également. Par exemple, les règles de divorce n'est pas admise par la religion, alors qu'en droit, nous pouvons distinguer. Et nous pouvons accepter ces règles, c'est le divorce. Il en est de même en morale. En morale, certains devoirs sont naturellement à la fois juridiques et moraux. Voilà pourquoi on parle de bonnes mœurs dans les contrats, ou encore quand on dit qu'il est interdit de voler, c'est à la fois une règle morale et une règle de droit. Nous pouvons dire donc que la règle de droit s'inspire parfois de la morale. Mais attention, la morale tend à la perfection de la personne et à son épanouissement, ce qui n'est pas le cas en règle de droit. Voilà par exemple pourquoi en droit pénal, il y a adultère dès le moment qu'il y a un début d'action, ce qui n'est pas le cas en morale ou en religion. Même dans la pensée, on peut déjà commettre un adultère. Mais qu'est-ce qui distingue la règle de droit donc des autres règles de la société? Nous dirons que
c'est le caractère coercitif, c'est-à-dire le fait que la règle de droit suppose des sanctions. Qui va émettre ces sanctions-là? C'est la puissance publique, c'est l'État. Voilà pourquoi dans le langage quotidien en malgache, quand on dit que on est dans une société où il n'y a pas de droit, on dira on est dans une société où il n'y a pas l'État. En fin de compte, l'État est assimilé au droit. Tout simplement, c'est ce qui distinguera la règle de droit des autres règles de la société, c'est ce caractère coercitif. En effet, la non-application d'une règle de droit emmène l'État à recourir à la force pour faire respecter la règle de droit, pour l'appliquer mani militari. S'il en est ainsi de caractère et de finalité du droit, quelles sont les différentes disciplines que nous avons en droit? Le droit a beaucoup évolué. On tend de nos jours à une spécialisation du droit à cause des progrès des sciences et des techniques. Si par exemple au XIXe siècle, nous n'avons pas eu le droit de l'Internet, de nos jours, nous parlons maintenant du droit à l'Internet. Donc, nous avons une certaine évolution et avec cette évolution de la société, le droit tend également à s'évoluer. Avec la complexité de l'économie également, nous constatons une évolution du droit. Il en est de même avec l'intervention de l'État, nous constatons que le droit évolue. D'une manière générale, le droit se divise en deux. Une première division que nous allons appeler la summa divisio oppose le droit public au droit privé. Et de l'autre côté, nous reconnaissons également une deuxième division qui est la division du droit en droit national et en droit international. Voyons d'abord la summa divisio ou encore la division droit public et droit privé. Cette distinction droit privé et droit public est une distinction qui a existé depuis l'Antiquité dans le droit romain, d'où l'appellation summa divisio. Il faut noter que cette opposition entre droit privé et droit public n'est pas absolue. Nous allons voir tout à l'heure qu'il existe des droits mixtes, c'est-à-dire des droits qui relèvent à la fois du privé et du public. Cela nous amène au concept d'unité du droit. Parlons d'abord du droit public. Le droit public est le droit qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'État ou encore les collectivités publiques comme la commune et ses agents. En d'autres termes, le droit public régit l'organisation de l'État et des collectivités publiques ainsi que leur rapport avec les particuliers. En droit public, on reconnaît l'existence de quelques matières, à savoir le droit constitutionnel qui fixe les règles de base de l'organisation de l'État, le droit administratif qui réglemente la structure de l'administration et ses rapports avec les particuliers. On parle également des finances publiques qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes de l'État et des collectivités publiques. Et enfin, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection. Le droit privé, par contre, est celui qui régit les rapports entre les particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés,
et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Quelles sont les matières en droit privé? Nous avons le droit civil qui régit la famille, les droits des biens ou encore les droits des obligations. Ce droit civil est appelé également droit commun. Le droit commercial est également une matière du droit privé. Le droit commercial qui contient les règles applicables soit aux particuliers dans les actes des commerces, soit aux commerçants. On parle de droit de société, le fonds de commerce et les actes de commerce. Nous avons d'autres matières de droit privé comme les droits des assurances, les droits de transport, le droit rural, le droit des affaires ou encore le droit bancaire. Comme nous avons dit que cette distinction entre droit privé et droit public n'est pas absolue. Nous avons des matières qui relèvent à la fois du public et du privé. Nous avons par exemple le droit pénal qui a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infraction et le droit pénal fixe les sanctions applicables à leurs auteurs pour prévenir les attitudes délictueuses et réduire la réduction des anciens délinquants. Nous avons comme droit mixte également les droits processuels comme la procédure civile, la procédure pénale ou la procédure administrative. Ces matières de droit processuel ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des organes de la justice civile, pénale, administrative ou judiciaire. Ces règles déterminent la procédure à respecter lors du déroulement du procès. Mais quel est l'intérêt de cette distinction droit privé et droit public? D'une manière générale, cette distinction a son intérêt par rapport à la finalité, au caractère, mais également aux juridictions compétentes. En droit public, par exemple, la finalité reste l'intérêt général, tandis que en droit privé, c'est l'intérêt des particuliers. Voilà pourquoi, comme caractère, le droit public est impératif, tandis que le droit privé est plus autonome. La distinction entre le droit public et le droit privé se manifeste à travers ce que l'on appelle les prérogatives exorbitantes et l'exécution d'office qui existent en droit public. Comme c'est l'intérêt général qui prime en droit public, l'administration peut avoir des privilèges qui dépassent les communs de mortels. Si vous voulez, en droit public, l'administration dispose des privilèges et peut procéder à l'exécution d'office. Ce qui n'est pas le cas en droit privé. En droit privé, nul ne peut se faire justice à soi-même. Par exemple, comme privilège que dispose l'administration des douanes, si nous n'arrivons pas à payer les taxes douanières, l'administration douanière peut saisir les biens et faire de lui-même une vente aux enchères. Donc, si l'administration dispose des privilèges, on ne peut par contre pas le contraindre. Il n'y a pas donc de possibilité d'astreinte pour l'administration. Il n'y a pas donc d'astreinte en matière de droit public. Ce qui n'est pas le cas en droit privé. En droit privé, il y a des voies d'exécution, il y a des saisies des biens par exemple, quand les particuliers ne respectent pas ces engagements, ne respectent pas les décisions de justice. Cette distinction trouve tout son intérêt dans les juridictions
auxquels sont soumis les litiges de droit public ou de droit privé. En matière de droit public, les juridictions compétentes sont les tribunaux de l'ordre administratif et en matière de droit privé, les juridictions et les tribunaux compétents sont les tribunaux de l'ordre judiciaire. Pour terminer, nous allons donc voir l'opposition droit national et droit international. Il y a droit international quand il y a un élément étranger. Par exemple, un Chinois qui épouse un Comorien à Madagascar et qui ont un bien en France. Il y a donc là ce qu'on appelle un élément d'extranéité. Et c'est cet élément d'extranéité qui fait que le droit applicable est le droit international. En matière de droit international, on distingue d'une manière générale le droit international privé du droit international public. Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Revenons à l'exemple que nous avons dit tout à l'heure. Un divorce entre un Français et une Irlandaise mariés en Allemagne et domiciliés en France. Ou encore l'ouverture de la succession d'un Anglais décédé en Italie et qui a un immeuble en France. Quel serait donc le sort du bien? En matière de droit international privé ou encore le DIPRI, on a deux grandes domaines, deux grandes divisions également. C'est les conflits des lois, qui déterminent donc les lois applicables, et le droit de nationalité, c'est-à-dire le droit qui détermine les droits des étrangers, les droits de nationalité, si vous voulez. Et enfin, le droit international public, que l'on appelle également les droits des gens, contient les règles applicables dans les rapports des États entre eux et définit l'organisation et le fonctionnement et la compétence des pouvoirs des organisations internationales comme l'ONU. Voilà donc cette division droit international public et droit international privé qui sera applicable tout au long des études que l'on abordera de la première année de licence jusqu'en master 2 en droit. Cette division droit international et droit national sera donc toujours applicable comme la distinction entre droit privé et droit public. Voilà ce qui en est de ce chapitre. Je vous remercie.